À tous, bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin, bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Ce mercredi, on fera une incursion politique dans la 8e circonscription électorale avec notre invité du jour, Ousmane Traoré, membre du parti Union Progressiste. Avec lui, nous allons sonder le terrain dans cette région politique, âprement disputée par les forces en présence en cette période électorale ou préélectorale. Quelle est donc l'ambiance qui prévaut à Paracou et dans les communes électorales environnantes? Pour ces législatives, l'Union progressiste fera une fois encore face au bloc républicain, son rival de la majorité présidentielle, et cette fois-ci en comptant avec la force Cori pour un Bénin émergent, les démocrates qui déplacent les pions et montrent leurs ambitions, Mouel Bénin, le Parti du Renouveau démocratique ou encore le MPL et bien évidemment d'autres formations politiques qui font feu de tout bois pour exister, concourir et conquérir le pouvoir. Espère-t-il tenir et maintenir sa place ou faire plus? Là, nous parlons de l'Union progressiste. Au forum ce matin, nous comprendrons les enjeux dans la 8e circonscription électorale avec notre invité. Restez avec nous. Et dans l'actualité, les préoccupations des partis politiques portées à la connaissance de la Sénat dans le cadre des préparatifs des élections législatives. Les deux partis se sont entretenus hier sur des sujets d'intérêt. On fera le point dans un instant avec Wahab Ali Bara qui va nous présenter la une des journaux en fin d'édition. Vous aurez votre revue de presse avec Assiomo Kani. Assiomo, merci de votre fidélité à nos programmes. On précise qu'il y a eu pluie tôt ce matin sur Cotonou, à Bomé-Calavi et environ. Voici pour vous la météo. De plus en plus, ça s'anime sur le terrain politique au fur et à mesure que nous approchons la date du 8 janvier 2023, date à laquelle vont se tenir les élections législatives. Et dans l'actualité ce matin, vous constaterez que ça bouge de plus en plus. Bonjour à vous, Wahab Ali Bara. Bonjour Christian et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, ça bouge en ce qui concerne le rendez-vous du 8 janvier 2023. Les acteurs, les formations politiques et les structures en charge de cette organisation des élections de 8 janvier 2023 se rencontrent. Ils échangent les parutions en pâle. Il y a eu également cette dernière rencontre au Palais de la Marina entre Patrice Talon et Boni Yayi. Les parutions en pâle également, ces fraternités qui annoncent et croisent le regard du parti Restaurer la confiance et les démocrates. Le quotidien de Ménotin titre donc ce matin: formalisation du cadre de concertation des anciens chefs d'État, les réserves de Nouréni à Tchadé, une démarche pourtant applaudie par Irénée Agossa. Échanges commerciaux au Bénin entre superstition et méfiance, les pièces de monnaie sans preneur. Mise en place des comptes satellites du tourisme dans l'espace UEMOA, Jean-Michel Abimboala s'engage pour le renforcement des capacités des États membres.
À la une du quotidien de service public, La Nation, préparatif des législatives de 2023, les précisions de la Sénat aux partis politiques. Assemblée nationale, une nouvelle loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication adoptée par les députés. Il faut dire que les représentants des médias sont désormais désignés par élection. Le potentiel qui nous apprend que Epiphane Ronfort et ses pairs honorent le Bénin en Égypte. C'est dans le cadre donc de la 8e conférence mondiale de l'Union interparlementaire. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha accède au grade de docteur en droit public. Soleil levant, rencontre entre les deux anciens chefs d'État et l'actuel locataire de la Marina, Patrice Talon s'engage résolument pour la décrispation de la tension politique. Présentation du projet participe au DEL. Le maire de Sohava, Jean-Major Zanou, s'engage pour la révalorisation des potentialités économiques de sa commune. Le matinale, concertation à la Sénat au sujet des élections législatives de 2023, inquiétudes et propositions des partis politiques. Médecine traditionnelle au Bénin, des changements positifs annoncés. Le chasseur info, formation doctorale, conjoint EPD, à l'université d'Abomey-Calavi, EPD et CD, en mission pour la sélection des dossiers de PhD à Frigiste, je crois bien, au Nigeria. Le directeur de l'école, le professeur Placide Clédio, et le point focal à Frigiste à l'UAC, le professeur Vincent Aurécan, porte la mission béninoise, précise le chasseur info. Et puis programme Wave Bénin, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi réitère la disponibilité des chercheurs dans le processus de développement du manioc. Les 4 vérités à présent. Un an après le début du second mandat du président Patrice Talon, le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, parle des avancées dans le secteur de l'énergie. Les 4 vérités qui nous apprennent également qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Info Matin, action sociale du Creuset, les amis de Christian Gbagbo dans la 23e circonscription électorale, 400 bourses en informatique et en web entrepreneuriat, bientôt aux étudiants. Tournoi UFOA BKD, les écureuils face aux étalons ce soir. Nord-Sud quotidien, coopération décentralisée, Porte-Novo, la ville capitale, opte pour la dynamisation et puis libération d'une quinzaine de prisonniers hier mardi, fruit du tête-à-tête entre Patrice Talon et son prédécesseur. Boni Yahi s'interroge, Nord-Sud quotidien. Le leader du jour, pour finir, Christian Dandédian, déclaration du ministre Kwaro Yves Chabi à l'occasion du lancement de l'examen du BPC, session de juin 2022. Je félicite tous les acteurs du système éducatif parce que nous avons connu une année sereine. Décrispation de la vie politique au Bénin, Patrice Talon et Boni Yahi échangent sur les questions d'intérêt national. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous propose cette appréciation et analyse croisée entre les acteurs du parti Les Démocrates et restaurer la confiance. Le journal titre « Formalisation du cadre de concertation des anciens chefs d'État, les réserves de Noureni Achadé ». Une démarche applaudie par Irénée Agossa. Justement, Noureni Achadé reçu en direct sur Actu Matin hier dans notre forum de discussion qui s'est donc prononcé. Fraternité, le journal Le Ménotin qui est revenu sur les propos tenus par le premier vice-président du parti Les Démocrates. Et de notre côté, ce communiqué publié en page 3 du journal La Fraternité et qui rapporte ce matin la position
coalition du parti Restaurer la confiance de Irénée, présidée par Irénée Agossa, au sujet donc de cette rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon. Et puis dans l'actualité politique, il faut préciser qu'il y a eu une rencontre, et c'est une première rencontre de concertation entre les partis politiques et les premiers responsables de la Commission électorale nationale autonome. C'était hier pour évacuer quelques préoccupations liées aux législatives. Sur 17 formations politiques invitées, 13 ont véritablement répondu à l'appel de Sakalafia et des autres membres du Conseil électoral. Et Sakalafia qui a été véritablement précis sur ce qui se prépare et le déroulement du chronogramme qui nous emmènera à la date du 8 janvier 2023. Et en ce qui concerne la pièce d'identification qui servira au vote le jour du scrutin, Sakalafia a été formel dans ses propos rapportés par le quotidien La Nation. Il s'agira de n'importe quelle pièce à même de permettre l'identification du votant. Et on précise également que 16 000 postes de vote sont à pourvoir pour le compte de ces élections législatives, soit environ 48 000 personnes à recruter pour ces échéances. Vous aurez les précisions de tout ceci en fin d'édition avec Assion Mokaï, Assion Bon. Bonjour à vous, William Click. Bonjour Christian, bonjour à tous. Et bienvenue. Merci. On aura le bulletin matinal de l'information avec vous. Et dans les titres, les projets et programmes d'accord partis entre le Bénin et la Belgique revisités depuis hier. C'est la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge qui s'est ainsi ouverte à Cotonou. Première journée de travaux, en bref, dans notre mini-journal. Et puis, une croisade contre la délinquance juvénile et celle des femmes s'est ouverte hier à Cotonou. L'initiative est de l'ONG Ministère international des femmes de grâce pour l'évangélisation et la restauration de la dignité, de commun accord avec Global Teen Challenge. Les travaux ont eu lieu à l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Figuerossé. Nous irons donc à Figuerossé ce matin. Le mini-journal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le Bénin et la Belgique évaluent la mise en œuvre des projets et programmes d'accords partis au titre de leur coopération. Et c'est à la faveur de la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge. C'est un creuset permanent d'échange dont les travaux se sont déroulés dans la matinée du mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On fait le point avec Narcisse Alosset et Henri Ganti. Pour la 4e fois de leur histoire, le Bénin et la Belgique se concertent à travers leur représentation diplomatique pour faire le point de la mise en œuvre des projets et programmes retenus d'accords partis au titre de leur coopération. Un travail qui traditionnellement se fait au sein du comité mixte paritaire mis sur pied par les deux pays. Le CMPC, on le sait, offre un cadre d'échange et de réflexion stratégique sur l'état de notre coopération, au cours duquel il est coutume de mener un dialogue cordial, teinté à la fois de sincérité, de franchise et de flexibilité. L'autre particularité de cette 4e session, c'est la participation en présentiel d'une délégation venue de Bruxelles. Une délégation qui est porteuse d'une série de préoccupations. Le nouveau programme de coopération s'orientera en premier lieu vers les groupes de la population les plus vulnérables et pauvres. Depuis peu, le nord du Bénin n'est plus préservé de la violence des extrémistes actifs sur la scène sous-régionale et en particulier aux abords de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Des pertes de vies humaines ont été enregistrées dans cette région.
La problématique sahélienne semble donc faire tache d'huile sur le territoire béninois. La hausse des prix des denrées alimentaires persiste et inquiète. Comment le gouvernement béninois fait-il face à cette problématique? Des préoccupations qui seront abordées au cours de cette session. Il sera aussi question d'échanger sur les perspectives de la coopération entre ces deux États partenaires. En l'absence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération empêchée, c'est le secrétaire général du ministère qui a présidé les travaux. C'est pour moi une occasion particulièrement propice de rappeler que notre coopération avec la Belgique fait partie des modèles de coopération que le Bénin entretient avec ses partenaires européens. Et je voudrais, à cet effet, saisir la présente occasion pour exprimer toute la gratitude du gouvernement du président Patrice Talon quant à l'appui substantiel du Royaume de Belgique dans la mise en œuvre des différentes réformes en cours dans notre pays. Un appui qui se traduit par l'octroi au Bénin d'une enveloppe de 60 millions d'euros sur la période 2019-2023, celle du programme en cours. Le dit programme prend fin en novembre 2023 pour laisser place à un nouveau. Le comité mixte paritaire de concertation bénino-belge, lui, est composé de cadres venus des ministères sectoriels tels l'agriculture, la santé, les infrastructures et la sécurité, domaines dans lesquels le Royaume de la Belgique intervient au Bénin. Et puis, retour sur cette date, la date du 14 juin. Et le 14 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale du donneur de sang. L'événement n'est pas passé sous silence en République du Bénin. William Cliquant. Une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé, Christian Adolescent, pour témoigner reconnaissance des gouvernants à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui donnent régulièrement un peu de leur sang pour sauver d'autres vies. L'édition de cette année, placée sous le thème « Donner son sang, un acte de solidarité », rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Les manifestations officielles se sont déroulées dans la ville de Ouida. Ce que nous relate ici Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoucoin. Cette marche des donneurs bénévoles de sang du Bénin, démarrée au niveau du marché de Kwasset dans la ville de Ouida, lance la célébration de la 19e journée mondiale du donneur de sang. Ces derniers ont parcouru environ 5 km pour échouer ici, au fort français, où se déroulent les manifestations officielles. Une journée pour célébrer ces hommes et femmes qui donnent un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Nous ne devons pas être les seuls donneurs. Nous devons faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3, 4 donneurs par famille. Et si nous prenons la voie de là où on va donner le sang, du service de transfusion sanguine, nous devons être accompagnés de quelqu'un, des amis, pour aller donner le sang. Sachez que vous constituez une perle rare, une richesse mondiale. Cette 19e édition est axée sur le thème « Donner son sang, un acte de solidarité ». Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Il est donc impérieux que tous, autant que nous sommes, et chacun en ce qui le concerne, puisse faire preuve de solidarité en donnant son sang et en invitant toute la communauté à rejoindre le mouvement pour que plus jamais un patient ne perde la vie à cause de la pénurie de sang dans nos hôpitaux. Le don d'une seule unité de sang peut sauver la vie de 1 à 3 patients. Chaque seconde, il peut y avoir un patient qui attend une transfusion sanguine pour survivre. Si le besoin de sang provenant de donneurs est universel, malheureusement l'accès au sang ne l'est pas pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Malgré les efforts consentis par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, beaucoup reste à faire. Raison pour laquelle la disponibilité et l'accessibilité des produits sanguins dans toutes les localités, même les plus enclavées du Bénin, et pour tous les citoyens, reste une préoccupation majeure pour le gouvernement. Dans notre pays, l'engagement aux dons volontaires et bénévoles de sang n'est pas encore entièrement ancré dans nos habitudes. Or, c'est la seule garantie pour assurer un approvisionnement régulier et une disponibilité permanente en produits sanguins de qualité et sécurisés. Vous contribuez, chers donneurs, par vos dons réguliers,
à rendre disponible ce liquide précieux pour soigner efficacement les malades qui en ont besoin et sauver chaque année au Bénin plusieurs dizaines de milliers de vies. Les autorités et partenaires à divers niveaux en appellent donc à la mobilisation générale et à l'engagement communautaire de tous les acteurs autour du don de sang. Selon eux, c'est de cette manière que le Bénin pourra atteindre l'autosuffisance en produits sanguins de qualité. La célébration de la 19e journée mondiale du donneur de sang a été également l'occasion pour distinguer les meilleurs donneurs bénévoles de sang. Au nombre de 13, ils ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite du sang. Et voilà les donneurs de sang béninois célébrés à l'occasion de ce 14 juin 2022. Les producteurs du pôle de développement agricole 4 peuvent désormais mieux gérer les risques climatiques liés à leurs différentes cultures. La recherche scientifique pourvoit à leurs besoins en information, ceci grâce aux études de Sourou Malikiyuawo qui a défendu sa thèse de doctorat en géographie et gestion de l'environnement ce mardi. C'était hier donc. La soutenance a eu lieu à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi. Suivez le compte rendu. Les études minutieuses sur les conditions climatiques pluviales dans les zones Borgou Sud, Donga et Colline sont ainsi couronnées. Ces travaux se soldent par des informations fiables et des outils opérationnels de gestion des risques au pôle de développement agricole 4. L'auteur de ces recherches accède par ses résultats au grade de docteur en géographie et gestion de l'environnement. Nous avons essayé d'analyser les risques agronomiques, les risques pédologiques, ainsi que les risques climatiques qui peuvent entraver les principales filières qu'il y a au niveau de ce pôle de développement-là. Je rappelle que c'est le plus grand pôle de développement agricole. Et les pôles de développement n'étant pas calqués sur le modèle des zones agroécologiques, notre objectif c'était de proposer des outils qui permettront de faciliter la prise de décision à l'intérieur de ce pôle-là. En ce moment, les outils n'existaient pas. Nous avons pris le temps qu'il faut pour faire les recherches de façon approfondie. Aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus nous ont donné raison. Ces solutions-là, ces mesures que nous avons proposées là, peuvent être implémentées au niveau de ce pôle-là et l'administration sera informée à cet effet. Le thème est d'actualité. Son intérêt scientifique et les apports pratiques issus des expériences de terrain de l'impétrant, en tant qu'agent du ministère de l'Agriculture, lui donnent l'avantage. Sourou Malikiyuawo a convaincu le jury international à travers la qualité des travaux, sanctionnés par la mention très honorable. Monsieur Awo a aussi mis à la disposition, n'est-ce pas, du Bénin, je veux dire principalement des agriculteurs, de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire l'agriculture de façon à générer un peu plus de rendement ou des rendements meilleurs plus que ce que nous avons obtenu jusqu'à présent et donc avoir un peu plus d'argent, sinon beaucoup d'argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, ça rentre dans l'orientation générale que nous voyons dans le pays depuis 2016 maintenant. Des universitaires du domaine d'études et proches de l'impétrant ont honoré la cérémonie de soutenance de leur présence. Une thèse qui est à la croisée de 3 sciences, à savoir la géographie, l'agronomie et la géoscience, ce qui concerne les contraintes environnementales, c'est-à-dire les questions des changements climatiques. Donc, quand on finit de faire une thèse qui est pluridisciplinaire, c'est que c'est une très bonne thèse. Sourou Malikiyuawo est un des acteurs de mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Il entend très vite appliquer les solutions pratiques obtenues grâce à ses recherches. On va rester au 3e degré de l'éducation pour parler de l'ouverture hier au Palais des Congrès de Cotonou du 7e atelier régional des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact. Ce sont des rencontres qui permettent aux pays participants de faire le point de la mise en œuvre du projet CEA Impact et d'échanger les expériences. L'atelier est organisé bien sûr par l'Association des universités africaines. On retrouve Idrissou Boukari et Eder Nkwevi qui étaient de l'autre côté du Palais des Congrès.
Après le rendez-vous d'Abuja en 2019, c'est la première rencontre post-Covid en présentiel qui se tient à Cotonou. Au Palais des Congrès ce mardi 14 juin 2022, s'ouvrent les travaux du 7e atelier régional des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact. Initiative de l'Association des universités africaines en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin, avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Les résultats obtenus à ce jour, aussi bien par ACE Impact que par ACE Partners, sont déjà tout à fait significatifs et montrent que les différents centres appuyés par le projet sont en train de surmonter la perte d'élan due à la crise de la Covid. En particulier, on note que les recrutements d'étudiants sont satisfaisants, que des programmes de formation sont accrédités conformément aux prévisions. Le CA Impact est bien plus qu'un projet, comme je le disais tantôt. C'est une vision à long terme qui a pour objectif de promouvoir l'excellence et la collaboration régionale dans l'enseignement supérieur et la recherche, afin de permettre aux pays participants et à l'Afrique de produire une expertise locale à même de répondre aux défis de développement de la région. Le projet des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact apporte son soutien dans le domaine de l'eau, des maladies infectieuses, des sciences et technologies numériques et les activités minières durables. Initié par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement des pays participants, le projet CEA Impact prend en compte 11 pays d'Afrique avec 53 centres d'excellence opérationnels, dont 3 au Bénin. Au Bénin, nous avons lancé un ensemble de réformes parce qu'il est important d'agir et au plus rapidement dans le secteur éducatif. Et c'est pour cela que ces réformes ont impacté l'ensemble des compartiments, l'ensemble des composantes, depuis les apprenants jusqu'aux acteurs, jusqu'aux formateurs, en passant par l'environnement, en passant par toutes les ressources nécessaires pour engager de façon responsable et totale ces réformes. Démarré en juillet 2019, le projet des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur d'Afrique Impact, qui est à sa deuxième phase, a une durée de 5 ans. Constitué des sessions plénières et tables rondes avec des experts, les travaux de ce 7e atelier régional prennent fin vendredi prochain. L'organisation non gouvernementale Ministère international des femmes de grâce pour l'évangélisation et la restauration de la dignité, en collaboration avec Global Teen Challenge, est en croisade contre la délinquance juvénile et celle des femmes. Depuis ce lundi, elle a initié à Cotonou une conférence internationale dont l'objectif est de sortir les femmes et les jeunes gens de la situation de dépendance vis-à-vis de l'alcoolisme, de la drogue ainsi que de la prostitution. Des centaines de participants sont attendus à cette conférence dont les travaux se déroulent à la chapelle des églises Assemblée de Dieu Morija de Fidrosset. Les détails sont avec Narcisse Alosset et Henri Ganti. Devant le corps du Christ, composé majoritairement des femmes responsables des églises évangéliques d'Afrique et d'ailleurs, Naomi Azaria Hunwi se mue en messager du salut pour les âmes en perdition. C'est à la faveur d'une conférence internationale qui vise à sortir les femmes et jeunes gens des situations de dépendance telles que l'alcool, la drogue, la prostitution, bref, la délinquance. Le thème « Femmes, lève-toi et brille ». Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu que les femmes sont toujours à la traîne. Peut-être à cause des pesanteurs sociales. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce verset, nous envoie en mission. Nous demande de nous lever et de briller. Parce que quand lui, il était venu, il est venu pour les âmes perdues. Et ces âmes perdues, parmi ces âmes perdues, il y avait des drogués, il y avait des prostituées comme la femme samaritaine, il y avait la femme Rahab, la prostituée Rahab, il y avait des toxicomanes,
Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non pour les justes. La croisade menée ici avec l'appui de l'ONG humanitaire chrétienne évangélique Global Teen Challenge est donc destinée aux âmes en détresse. Une révolution comportementale en milieu féminin et juvénile à laquelle l'ancien chef d'État béninois apporte sa caution. Il n'est point besoin de rappeler que le Bénin, mon pays, n'est pas épargné du fléau de la prostitution, de la consommation, des drogues et de l'alcool. Alors, prendre de l'alcool, la drogue, opter pour la prostitution, non. Dites non, plus jamais cela. Plus jamais cela. Ce slogan sera au cœur des travaux de cette conférence internationale qui dure 4 jours. Les participantes, elles, semblent déjà prêtes pour l'exercice et avec des témoignages à l'appui. C'est un témoignage par rapport à une fille de 8 ans que son père a entraînée dans la drogue qui a détruit pratiquement sa vie. Mais quand on les a amenés vers nous, nous avons travaillé avec les enfants et la maman se porte bien, l'enfant aussi se porte bien, la petite fille aussi se porte bien. À l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Il suffit d'avoir la volonté et, comme je l'ai dit, la compassion, Seigneur, d'être touché, voir que ces personnes-là ont besoin du salut. Je crois fortement qu'à la suite de cette conférence, comme je le dis, il y aura un impact indélébile pour notre pays. Pourquoi? Parce que les femmes de rue, ces femmes qui sont délaissées, marginalisées, ces enfants qui sont des enfants orphelins, abandonnés dans les rues, et autres catégories de personnes en situation difficile, misérable, une solution va commencer par être trouvée. Des impacts attendus pour la restauration des personnes en délicatesse avec les valeurs que prônent les Saintes Écritures. Un vieux combat pour le ministère international des femmes de grâce pour l'évangélisation et la restauration de la dignité. Une organisation qui, depuis des années, accompagne spirituellement, psychologiquement et matériellement les femmes et les jeunes filles en situation de prostitution et les femmes et filles victimes de violences. Il faut préciser que la croisade prend fin demain, jeudi. Et je vous retrouve aussi demain dans Actu Matin. Voilà, rendez-vous pris et ce sera autour de 7h, 17h15 sur Actu Matin. Merci beaucoup à vous, William Cliquant. Très bonne journée et surtout prenez vos dispositions avec le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps qui menace. On est venu au boulot ce matin sous la pluie à Kimé. Voilà, bonjour. On vous retrouve tout à l'heure pour les sports. Allez, n'oubliez pas le rendez-vous, le forum de discussion de tout à l'heure. Nous allons explorer le terrain politique de la 8e circonscription électorale avec un parti politique, il s'agit de l'Union progressiste. On verra bien quelle est l'ambiance qui prévaut à Parakou et dans les communes environnantes à quelques mois des législatives. Et il faut rappeler que l'Union progressiste fera une fois encore face au bloc républicain, son rival de la majorité présidentielle et son adversaire pour les législatives de 2019. Ça, on le rappelle, à quelques mois des législatives et on sait que le terrain politique est désormais bien vaste avec la présence des autres formations politiques, que ce soit de la majorité présidentielle que de l'opposition. Quelle est l'ambiance qui prévaut à Parakou et environ? On en parle tout à l'heure avec Ousmane Traoré qui est membre du parti. Mais avant, voici pour vous l'information sportive avec Hakimi. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux mais... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Les sports ce matin sur Actu Matin, on va parler de la Super League professionnelle et vous nous parlez des toutes dernières rencontres, Hakimi. C'est exact, Christian. On dispute aujourd'hui les dernières rencontres de la Super League professionnelle. Et en jeu cet après-midi, une place qualificative pour
la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football, puisque depuis la journée dernière, la 23e, eh bien, le champion est connu. Il s'agit bien de Coton Football Club qui a donc enlevé le seul billet qualificatif pour les préliminaires de la Champions League. On retiendra donc que Coton est champion, mais après le champion, il faut connaître le vice-champion. 4 candidats pour le compte donc de cette deuxième place. Il s'agit entre autres des Buffles FC de Parakou. Il s'agit de l'Auto Football Club, c'est le champion en titre en ce qui concerne donc notre championnat de football ici au plan national. Et il y a un autre prétendant au titre de vice-champion. Il s'agit notamment d'Espoir Football Club de Savalou et puis de ASVO, l'association sportive Vallée. Omnisport, c'est 4 différentes formations en 4 différents adversaires ce soir. On retiendra entre autres affiche à suivre le comptant pour la dernière, la rencontre des DER pour le compte donc de cette saison sportive 2021-2022. Kayima joue contre les Panthères de Djougou, Dynamo d'Abomey qui a grillé ses chances pour une place qualificative pour une Coupe africaine. Dynamo d'Abomey recevra au stade de Goro l'association sportive Cotonou. L'Union sportive Cavalier de Niki sera l'adversaire à jouer d'Asvo. Asvo qui a besoin d'une victoire et pendant ce temps, eh bien, un regard sur les autres stades, notamment les 3 qui seront donc pris d'assaut par les autres candidats donc au poste, j'allais dire, au titre de vice-champion de cette saison sportive. Éternel Omnisport joue ici à Cotonou. Stade René Pleven d'Akpakpa contre Dadjef Football Club. Et puis Jefa FC serait en déplacement du côté de Bimbirike pour y affronter Beke Football Club. Les autres affiches, 3 rencontres importantissimes à suivre. Eh bien, les Buffles FC jouent gros à domicile au stade municipal de Parakou contre la jeunesse sportive de Pobé. Une victoire, eh bien, les Buffles en ont besoin pour être certainement vice-champion de Bénin, puisqu'on rappelle que c'est ce titre que le club détient depuis la saison sportive dernière. L'Auto FC joue également gros ce soir, mais à Grand Popo contre Adidja. Adidja reste la lanterne rouge de cette Super League professionnelle. Et puis enfin, rencontre à suivre ce soir du côté de Savalou. C'est bien Espoir FC qui jouera contre Coton Football Club, déjà sacré champion pour le compte de la saison sportive 2021-2022. Vous constatez donc que nous avons 4 rencontres qui seront suivies de très près. Si vous êtes dans ces environs, eh bien, faites le déplacement pour suivre ces différentes affiches. Je rappelle, Espoir FC contre Coton, c'est à Savalou. Espoir a besoin d'une victoire, mais pendant ce temps, il faut espérer une contre-performance soit de l'Auto FC ou encore des Buffles FC. Et dans la foulée aussi, il faut espérer une contre-performance d'Asvo. Les Buffles ont besoin tout simplement d'une victoire pour se qualifier pour la Coupe CAF. Pendant ce temps, l'Auto, champion en titre, joue également pour une place qualificative. L'Auto a comme adversaire Adidja. C'est vrai que pour certaines formations qui sont en course pour la deuxième place, certains adversaires semblent être des proies faciles, mais une rencontre dure 90 minutes. Ça ne jouera pas seulement sur le palmarès ou la qualité de l'équipe présente, ça se jouera avec bien d'autres détails. Je rappelle les affiches donc qui seront suivies de très près. C'est Espoir, Coton, l'Auto, Adidja, Buffle contre JSP et puis enfin Union sportive de Cavaliers qui jouera contre Asvo. Ces rencontres vont se disputer à partir de 16h. Demain, Christian, on va se retrouver pour faire le point tout complet et on connaîtra qui c'est qui va être le club qui accompagnera donc Coton FC pour le compte de la campagne africaine 2021-2022. Classement, vous allez y voir rapidement que Coton reste leader avec 49 points. Plus 17, champion de Bénin. Les Buffles sont dauphins avec 44 points, plus 17. 44 points pour l'Auto Football Club, c'est le champion en titre. Et puis on retiendra Kasvo à 43 points, 43 pour Espoir Football Club, 39 pour Dynamo d'Abomey qui a tout simplement grillé ses chances. Je l'avais déjà fait constater tout à l'heure. 33 points pour Escoton, 33 pour Ayema. Et dans la seconde partie du classement, vous avez Dadje FC, 32 points, 9e, 30 points pour les Panthères FC de Djougou, 27 points pour Jefa, 21 pour Beke de Bimbirike, JSP 13e, 21 points, 18 points pour l'Union sportive Cavalier de Niki, 17 pour Éternel Omnisport et puis enfin 12 points pour Adidja. Je rappelle qu'Adidja joue contre l'Auto Football Club. Voilà en gros l'actualité en ce qui concerne la Super League professionnelle. Ce sont les dernières rencontres de cette saison sportive. Et puisqu'on parle de la saison sportive 2021-2022, retenez que nous jouerons, ou plutôt vous suivrez ce soir du côté du stade d'Aplaoué, la finale
de la Ligue Pro Suite. Elle oppose les deux champions des deux différentes zones combinées. Il s'agit de l'association sportive du port autonome de Cotonou pour la zone A et B, et puis AS Takounais pour le compte de la zone C et D. Ces deux différentes formations ont terminé leader de les différentes zones au terme donc des rencontres disputées en aller-retour au niveau de la Ligue Pro Suite. Et ce soir, on connaîtra le champion de cette phase de notre championnat national. Je rappelle, la rencontre va se disputer à Plaroué entre l'association sportive du port autonome de Cotonou et puis AS Takounais, la formation Christian de Labiou Amadou Djibril. Vous êtes à Plaroué environ, vous êtes même à Cotonou, bien, vous pourrez faire un tour, Christian, pour suivre cette affiche qui s'annonce très, très ouverte. J'en aurais fini lorsque je dirais un mot, Christian, sur l'autre actualité sportive. C'est bien du football, mais c'est hors de Cotonou environ. On va se rendre du côté du Ghana pour parler, Christian, des qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations catégorie U17. Le Bénin prend part donc à l'UFOA U17 de la zone B après sa première entrée intéressante en compétition, puisque les écureuils U17 ont battu la Côte d'Ivoire par le score de 3-2. Eh bien, le Bénin joue une place qualificative pour le carré d'as de ce rendez-vous sportif. Le Bénin jouera à partir de 20h contre le Burkina Faso, vainqueur également de la première journée de cette compétition. Pendant que le Bénin a battu la Côte d'Ivoire 3-2, il y a eu le Burkina Faso qui dominait également le Niger. Ce sont les deux vainqueurs de cette poule qui s'affrontent en deuxième heure des rencontres de la deuxième journée de l'UFOA U17 de la zone B. La rencontre du Bénin et puis du Burkina Faso, c'est à partir de 20h, 19h GMT, c'est l'heure d'Accra au Ghana. Et puis le Niger jouera en première heure contre la Côte d'Ivoire. Une victoire sera donc synonyme de qualification pour le second tour en ce qui concerne la présence du côté du Ghana de la formation emmenée par Hubin Renfort. Christian, on croise les doigts, on pousse à la victoire les écureuils U17 et on espère certainement que cette formation sortira le grand jeu. La formation qui a dans son rang des jeunes qui nous viennent de beaucoup de centres de formation, c'est l'Union sportive de Sémécrac et c'est aussi à l'ordre de notre cher ami Sosten Seflimi, en gros le football à la base. Il faut donc, Christian, l'encourager et espérer bien évidemment que la relève soit assurée. On rappelle que pour une première participation à cette phase de la compétition, c'était il y a quelques mois en arrière. Et bien le Bénin n'a pas fait bonne prestation, c'était du côté du Togo. Une victoire était donc en 2020. Exactement, c'était en termes, je dirais, d'objectifs fixés par l'entraîneur. Il fallait tout au moins engranger les 3 premiers points donc de cette participation. C'est le cas avec donc la victoire face à la Côte d'Ivoire. Ce soir, le Bénin joue le Burkina Faso. On veut bien espérer que Hubin Renfort puisse avoir des garçons, je dirais, bien solidaires, comme ça a été le cas lors de la première journée, pour nous enlever une place qualificative pour le second tour, Christian, de ce rendez-vous de l'UFOA U17 de la zone B. C'est au Ghana. Et Christian, c'était les sports. C'était les sports. Merci beaucoup, Hakimi. Merci. Après les sports, on parle politique ce mercredi matin. La pause. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Lidras ONG et ATDA 4. Au programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière, entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02,
96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. C'est l'heure du débat, de la discussion, des échanges sur le plateau d'Actu Matin. Si vous nous rejoignez, eh bien, il sonne 7h52. Herman Niamboussou, bonjour. Bonjour, Christian. Bienvenue. Wakapali Para, bienvenue en plateau. Bonjour, Hakim Seydou est en place. Et nous sommes rejoints par notre invité du jour, Ousmane Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habillé aux couleurs d'un parti politique, on dirait. Ah oui. Il s'agit de quelle formation? Oui, bien sûr, de l'Union progressiste, dont je suis membre. Voilà, vous êtes membre de l'Union progressiste, en fait. C'était juste pour vous arracher un petit sourire, vous taquiner ce matin. Allez, bienvenue. Vous nous venez de Parakou, la métropole du Septentrion. C'est dans la 8e circonscription électorale qui est composée d'un certain nombre de communes. On va parler aujourd'hui de l'ambiance préélectorale qui prévaut, le paysage avant la bataille électorale du 8 janvier 2023 dans la 8e circonscription électorale. Quelles sont les nouvelles que vous nous ramenez? Est-ce qu'à Parakou, on sent déjà, je dirais, la fièvre des élections à venir? Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites ce matin, de nous donner l'occasion de dire un peu ce qui se passe avec nous. Je peux vous rassurer que l'Union progressiste est en pleine forme à Parakou et nous n'attendons que le coup du sifflet. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est Vous êtes en échauffement? Ah oui. Nous avons commencé les échauffements. On a préféré commencer les échauffements depuis un an, même avant les élections. Donc, parce que notre puissance, l'endurance que nous avons est trop. Les différents partis auront du mal à trop se rapprocher. Donc, pour ne pas avoir trop d'écart, nous avons décidé de commencer les échauffements dès maintenant. Donc, l'Union progressiste se porte très très bien et je crois que les autres partis politiques pourront peut-être le confirmer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union progressiste qui occupe le terrain de la 8e circonscription électorale. Avec l'avènement des jeunes leaders de l'Union progressiste. Il ne passe pas un seul week-end que nous enregistrons des adhésions des différentes couches. Des adhésions sincères, vous pensez? Très sincères. Des personnes qui viennent juste grossir le rang de cette formation politique. Bon, voilà, justement, la question, elle est bienvenue parce que nous sommes en train de faire de la politique autrement. Avant que vous n'entendiez quelqu'un qui fait son adhésion dans le parti Union progressiste aujourd'hui, dans la 8e circonscription électorale, c'est qu'il est passé par plusieurs tests, plusieurs analyses à notre niveau. Parce que nous les amenons même à faire leurs déclarations, s'il faut le dire, sous fond propre. Pour les amener à confirmer leur bonne volonté. Les adhésions qui se font aujourd'hui, vous allez comprendre, ce sont souvent des adhésions des responsables. Et des gens qui ont des ambitions bien précises, qui se sentent à l'aise actuellement dans l'Union progressiste en ce qui concerne leurs différents domaines. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parti dans lequel se retrouve la jeunesse, les autres classes également.
chacun se sent très à l'aise aujourd'hui au sein de l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale, compte tenu de la politique que nous avons instaurée sur le terrain. Vous voyez, nous avons pris ce parti et nous faisons de la formation au nom de ce parti à la jeunesse consciente. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons le problème de chômage qui se pose sur le territoire national et beaucoup attendent l'État, beaucoup attendent le gouvernement, beaucoup attendent des relations avant de pouvoir se lancer dans un certain nombre d'activités. Au sein de l'Union progressiste aujourd'hui, nous nous sommes débrouillés avec des partenaires et nous offrons ces formations aux étudiants en fin de formation et aux ouvriers également. Donc, il faut reconnaître que... En tout cas, vous n'êtes pas silencieux. Ça veut dire qu'il y a un travail qui sérieux, sérieux, voilà, qui se fait. Un travail sérieux qui se fait. Un travail sérieux, c'est-à-dire donc que vous vous retrouvez, je dirais, dans un matelas avec tout ce travail que vous avez abattu et que vous n'avez pas peur de ce qui arrive. Bon, oui, nous n'avons pas peur de ce qui arrive. On n'a pas du tout peur. Nous ne sommes pas du tout inquiétants. On sait qu'aujourd'hui, il serait très difficile de battre l'Union progressiste. D'accord. Mais on ne se retrouve pas dans un matelas. Oui. Ah d'accord, vous n'êtes pas dans un matelas. Pas encore. Ah d'accord. On vous écoute. Ali Para, avec ces toutes premières informations sur, en tout cas, l'ambiance qui prévaut à Parakou en ce moment et dans la 8e circonscription avec l'UP. C'est un peu comme un discours sur l'état de Parakou prononcé par Ousmane Traoré, en tout cas vu par l'Union progressiste, le parti, n'est-ce pas, dont il est membre. Donc, on a bien compris ce qui se passe sur le terrain. On a des images qu'on aperçoit, n'est-ce pas, de temps en temps sur les réseaux sociaux, à travers les télévisions et autres. Mais les réalités sur le terrain, les défis qui attendent, parce qu'on sent Ousmane Traoré, n'est-ce pas, bien, je dirais, bien rassuré, c'est normal. Mais les défis sur le terrain ne sont pas moindres parce qu'il n'y a pas, Union progressiste est une grande formation politique, il faut le reconnaître, en raison de sa majorité à l'Assemblée nationale, sa majorité également au niveau des élus communaux. Mais il y a que de façon circonstancielle pour la ville de Parakou, par exemple, quand on tient compte des dernières évaluations, donc des dernières élections communales qui a mis aux prises plusieurs formations politiques, la formation politique majoritaire dans les urnes, c'est FCBE. Ça veut dire qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau par l'Union progressiste. En termes d'élus à l'Assemblée nationale, je crois que l'Union progressiste ne peut pas lever le doigt pour l'instant, n'est-ce pas, à Parakou. Donc, il y a un grand travail également à se faire à ce niveau si on a en tête vraiment le rendez-vous de 2023 où on ne dort pas, comme il a souligné, puisqu'il disait tout à l'heure qu'ils ne sont pas dans le matelas. Donc, c'est dire que l'échauffement a effectivement démarré depuis fort longtemps. Donc, Christian Dandéjan, il y a bien de paramètres sur le terrain, et bien, vous allez sentir que cette fois-ci, quand je parlais des dernières évaluations de 2020, les élections communales, on n'avait pas le parti Les Démocrates, par exemple. Aujourd'hui, Parti démocrate qui, je dirais, a des ressortissants FCBE d'avant, FCBE même maintenue telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un grand défi. Très peu de formations politiques, n'est-ce pas, peuvent dire que tout peut aller tel que c'était par le passé. Parce que Ousmane Traoré même a souligné tout à l'heure qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire la politique autrement. Les militants ont compris ce message, les acteurs politiques ont compris ce message, même les opposants, c'est-à-dire les formations politiques opposées donc, aux forces de la mouvance, ont compris qu'il faut changer le fusil d'épaule. Il faut changer la méthode sur le terrain à l'effet donc d'avoir la majorité, en tout cas mettre le paquet tel qu'il faut pour que 2023 leur apporte le sourire qu'il faut. Oui, Herman à Niamboussou,
regard des propos de Ousmane Traoré, à l'analyse, on constate quand même que même s'il n'y a pas ce qu'on vivait avant avec cette mobilisation de foule un peu partout à l'approche des élections, il y a quand même que l'actualité au niveau de Parakou, ça bouge dans le rang de la jeunesse politique, notamment de l'Union progressiste. Je pense que le jeu politique n'a jamais été un jeu d'enfant. Ça n'a jamais été un jeu où on puisse dormir sur ses lauriers. Ça n'a jamais été un jeu où, comme vous l'avez dit, on va s'asseoir dans nos fauteuils douillets disant que bon, c'est déjà acquis. Et il a parlé de jeunesse consciente. Il dit que désormais, ce n'est plus cette jeunesse qu'on faisait sortir pour aller applaudir. C'est désormais cette jeunesse qui sait réellement qu'il faut entrer en politique pour des buts bien précis. Cette jeunesse qui pense qu'il faut effectivement entrer en politique pour partager les idéaux du parti et travailler à ce que le parti s'enracine davantage partout où besoin est. Il a parlé de la 8e circonscription électorale qui regroupe Perere, Tchaoro, Ndali et puis Parakou. Oui. Je suis heureux que ce matin il soit sur le plateau en tant que digne représentant de l'Union progressiste parce qu'il y a quelques mois en arrière, il n'aurait pas pu lever le petit doigt pour dire qu'il est UP. Je veux faire référence à ce qui a pu se passer lors des élections et tout. Il était difficile pour des jeunes de s'affirmer comme ça. Je suis de tel parti politique parce que justement, la situation dans cette zone-là n'était pas des plus claires. Je salue déjà son engagement, l'engagement de votre invité, Traoré Ousmane. Aujourd'hui, on sent qu'effectivement, un travail de fond est en train d'être fait sur le terrain. Déjà qu'il y a déjà des rapprochements ou des tentatives de rapprochement et tout. Je pense que ça permet quand même à la jeunesse de pouvoir mieux s'exprimer sur le terrain politique. Ça lui permet également de préparer ou de se préparer à assurer cette relève. Et justement, la jeunesse, elle s'exprime véritablement bien au sein de votre formation politique. Vous allez vous prononcer tout à l'heure, Hakimé Ousseli. Oui, Ousmane Traoré. Je crois que la jeunesse... non seulement elle s'exprime bien, mais elle est aussi très engagée. Parce que quand vous faites référence aux élections communales passées, la FCBE et tout ce dont on parle, c'est nous. C'est nous la jeunesse, puisque je suis le candidat de la jeunesse paraquoise. Et nous sommes ceux-là qui avions combattu la FCBE, et je dis la FCBE. En son temps, l'UP, le BR, oui. Nous sommes ceux-là qui avons pris le dessus à Parakou avec une victoire très écrasante et avant qu'un problème n'arrive. Donc, la jeunesse paraquoise aujourd'hui s'est sentie trahie alors qu'on avait une ambition, on avait un engagement de faire en sorte que le chef de l'État actuel comprenne ce que veut la jeunesse. Oui, justement, vous vous êtes battu, vous avez combattu le parti dans lequel vous vous retrouvez aujourd'hui. Cet amour est arrivé comment? Voilà. Et vous voyez, ça prouve pour nous, ça prouve que c'est justement un objectif que nous avons, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de la jeunesse. C'est ça qui nous importe. L'Union progressiste, c'était le parti qui avait le moins de conseillers aux élections passées. Oui. Il n'avait eu que 4. Au moment où nous nous sommes retrouvés à 17 conseillers. Et vous voyez. Donc, si c'était justement que nous voulons juste aller nous faire voir, nous allons nous retrouver dans le BR. Mais puisque nous avons envie de montrer cette force de la jeunesse, cette unité de la jeunesse paraquoise et de la 8e circonscription en général, nous avons décidé enraciner plus l'Union progressiste à Parakou et prendre les rênes de la direction. Et quand je veux dire direction, je veux parler des décisions, montrer de quoi en réalité a besoin de la jeunesse. Donc voilà ce qui a expliqué notre retour au niveau de l'Union progressiste. Et nous avons également, cette situation de 2020 nous a permis en réalité de comprendre qu'il y a un problème de communication entre le chef de l'État et la base. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs, ces derniers temps, vous allez voir, à chaque fois quand le gouvernement prend une décision, nous n'attendons pas le chef de l'État. La jeunesse de la 8e circonscription n'attend pas le chef de l'État pour commencer par frapper à toutes les portes, à porter le message, à mener la sensibilisation comme cela se doit au nom de l'Union progressiste. Et ça passe régulièrement. Donc, voilà ce qui nous a motivés. Aujourd'hui, nous avons dit, bon,
il faudrait qu'on montre qu'en réalité, les urnes appartiennent à la jeunesse. Oui, Akime. Oui. Non, Parakou, c'est une circonscription, en tout cas c'est une zone, la 8e c'est une circonscription électorale que vous maîtrisez bien et que vous connaissez, avec les enjeux politiques. On va en parler tout à l'heure, dans la suite de nos échanges, des enjeux politiques pour ces législatives. Man fait bien de rappeler que la 8e elle est composée de Parakou, de Tchaourou, de Pereira et puis de Ndali. L'Union progressiste, en rapport avec le rappel des dernières élaborations électorales, n'est pas en forme dans la 8e circonscription électorale. C'est le bloc républicain en termes de législative et c'est le bloc républicain en termes même de municipal, du moins quand on se réfère aux occupants actuels de l'hôtel de ville. C'est aussi intéressant de rappeler que c'est au nom, je dirais, d'une majorité perdue que les forces Kori.Bene émergents ont perdu la mairie de Parakou. Sinon, dans les urnes, les populations de Parakou ont fait le choix de confier les rênes de la municipalité aux forces Kori.Bene émergents. Et quand Traoré rappelle qu'ils avaient travaillé aux côtés donc, des FCBE pour en faire ce score, c'est en même temps rappeler que la brouille qui a prévalu et qui a été à la base de la perte du siège au niveau de la commune de Parakou, notamment par les forces Kori.Bene émergents, Ousmane Traoré se trouvait être, je dirais, un des éléments prépondérants. Parce que s'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu des recours qui ont été introduits, c'est qu'il y a eu des situations pas intéressantes, c'est que par la suite, c'est Ousmane Traoré qui fait partie de ceux, d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas permis aux forces Kori.Bene émergents de garder leur performance au niveau donc, de la commune de Parakou. Mais bon, je constate qu'entre cette période et puis aujourd'hui, eh bien, Ousmane Traoré a certainement réussi à rassurer ses nouveaux alliés. Parce qu'il embauche maintenant la trompette de l'Union progressiste et travaille donc à ce que cette formation puisse s'enraciner. Parce qu'il s'agit de s'enraciner. Sinon, s'il ne s'agit pas de s'enraciner, si on tient compte, comme je l'ai dit, comme on a dit, de la performance des dernières élections, eh bien, l'Union progressiste a encore du boulot, et vraiment du boulot à faire sur le terrain. Parce que la force Kori.Bene émergent, c'est vrai qu'elle ne siège pas au niveau de la municipalité de Parakou, mais elle constitue quand même d'une manière ou d'une autre, je dirais, un référent en termes, je dirais, d'identité et d'appartenance politique au niveau de la commune de Parakou. Et à côté, il y a la FCBE, avec non seulement des députés à l'Assemblée nationale, mais avec des membres du gouvernement. Entre autres, le ministre Samou Seydou Adambi. Donc, du coup, quand on présente ce tableau, c'est qu'il faut se réveiller tôt. Non seulement se réveiller tôt, mais c'est qu'il faut travailler d'arrache-pied. Et ce n'est qu'à l'aune, je dirais, des élections prochaines, puisqu'on tend vers janvier 2023, qu'on saura si entre-temps, eh bien, l'Union progressiste réussira à renverser la tendance en termes, je dirais, de conquête au niveau de la commune. D'abord de Parakou, et puis ensuite, on remonte au niveau des autres communes, puisque Pereira, bien évidemment, avait comme, je dirais, figure de proue l'actuel président de la Sénat, je veux parler donc de Sakalafia, qui en son temps était ministre du gouvernement. Son siège a été cédé à l'actuelle vice-présidente de la République, et donc du coup, en termes de présence au niveau de l'Assemblée, il n'y en a plus, bien évidemment. Quand on remonte à Tchaourou, eh bien, l'ambassadeur a cédé sa place à l'ancien maire de la commune de Tchaourou, donc c'est lui qui siège en tant que représentant du bloc républicain à l'Assemblée nationale. Donc, vous constatez que l'occupation actuelle est bien, aussi bien au niveau de la mairie qu'au niveau donc, de l'Assemblée nationale, et même au niveau des instances de gouvernance, ou j'allais dire au niveau du gouvernement, il n'y a que le bloc républicain est mieux positionné. Maintenant, il s'agit de la jeunesse qui fait un travail sur le terrain. L'Union progressiste, à travers Ousmane Traoré, semble véritablement travailler à convaincre la jeunesse paraquoise, parce que n'oubliez pas qu'en termes de jeunesse, eh bien, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont des courants politiques différents dans la commune de Parakou. Oui. Ousmane Traoré, Union progressiste, et Mahmoud Gagis, bloc républicain, et la FCBE reste également bien présente avec l'ancien ministre de la fonction publique, je veux parler donc de Aboubacar Yaya. Et donc, du coup, quand on fait tout ce point, c'est qu'on se dit que le terrain n'est
pas totalement. Et je dirais, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Et je crois que c'est sur le terrain, c'est sur le discours, c'est sur les éléments de langage, c'est sur, je dirais, bien d'autres prismes qu'on saura si oui ou non, la bataille sera gagnée par X ou par Y. Mais en attendant, c'est qu'il faut véritablement espérer que sur le terrain, qu'on voit les jeunes élaborer. Maintenant, en termes de quoi, jeunes engagés, jeunes convaincus et consorts, voilà, je ne sais pas quel est le baromètre avec on va lui laisser la parole pour qu'il se prononce. Voici un tableau bien présenté par Hakimi sur ce qu'est la 8e circonscription électorale avec la commune la plus en vue, qui est la commune de Parakou, avec les forces en présence aujourd'hui. Il en a cité beaucoup, avec des gens qui sont également partis pour d'autres fonctions. Le terrain qui vous est laissé, vous, jeunes de l'Union progressiste, est-ce que vous pensez véritablement l'occuper pour sortir la tête de l'eau aux prochaines élections législatives? Quelle est l'organisation que vous avez mise en place? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce n'est pas qu'on pense l'occuper, nous l'occupons déjà. Nous l'occupons déjà. Et quand on va parler en termes d'élus, c'est de façon juridique qu'actuellement, on peut parler d'élus de BR ou d'FCBE ou de BR qui prend la tête. Aujourd'hui, l'UP, nous sommes arrivés à convaincre la plupart de nos collègues et qui ont fait leur adhésion à l'UP. La 3e adjointe au maire de Parakou, qui est ma collègue, avec qui on était... FCBE. C'est ça que je dis, qui est ma collègue, qui était FCBE. On est tous aujourd'hui Union progressiste. Avec laquelle vous êtes étiqueté à avoir trahi. Voilà. Bon, je n'aimerais pas aller dans ce débat parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, la population n'aime pas recevoir ceux qui ont trahi. Et c'est justement cette confiance-là que nous utilisons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui la confiance de la population. Parce qu'en son temps, on était ceux-là qui ont trahi. Mais Dieu étant amour, a démontré à la population qui sont les véritables traîtres. Et parce que ça nous fait mal que nous travaillons d'arrache-pied pendant des années et que nous arrivons à prendre le perchoir devant des grands, devant des ministres, des députés, et que une tierce personne se permet pour sa propre sécurité en disant attention, si jamais on laisse ce jeune-là, la jeunesse risque de nous empêcher de bien travailler à la mairie. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions pour écarter ce jeune. Et puis, bon, voilà, tout est tombé. Aujourd'hui, la population a compris. Et ces personnes-là ne peuvent pas s'égaler à nous. On n'est pas en train de s'inventer, mais ces personnes-là ne peuvent pas mobiliser le tiers de ce que nous mobilisons malgré leur poids politique, leur force. Leur force, malgré les postes qu'ils avaient occupés. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'Union progressiste, la composition que nous avons eu à faire avec des jeunes qui ont quitté l'UDPN, des jeunes qui ont quitté PRD, les jeunes qui ont quitté le BR et tout dessous, on s'est retrouvés. Par exemple, vous parlez de Perere, vous voyez, le jeune CA de Perere et de Pébier, il nous a rejoints dans l'Union progressiste. Il y a des conseillers locaux, des conseillers municipaux, il y a beaucoup de conseillers qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, nous ne voyons, excusez-moi, ce n'est pas une manière de dénigrer, mais nous ne voyons même pas un ministre ni un député devant nous. Rien ni personne ne peut empêcher la jeunesse d'aller jusqu'au bout. L'Union progressiste, nous le répétons, je l'ai dit devant la face du monde aujourd'hui, nous ne comptons sur rien d'autre que Dieu et la base. Mais nous savons très bien... Vous êtes convaincus du travail on est convaincus du travail qu'on a. Nous sommes dans le concret. Nous sommes francs envers les militants. Nous voulons montrer qu'on peut faire de la politique avec de la franchise. Nous voulons montrer qu'on peut faire de la politique avec la vérité. Nous voulons montrer qu'on peut promettre et respecter parole. Nous avons promis enraciner l'Union progressiste dans le Nord. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que l'Union progressiste n'est plus le parti
Et même les gens de BN ne peuvent plus dire qu'ils comptent aujourd'hui battre l'Union progressiste, c'est pas possible. Justement, parce que les membres du BN ne sont pas en plateau juste pour nous démentir ou bien pour apporter. Je crois que nous aurons l'occasion le plateau sera ouvert, voilà, la discussion. J'ai plusieurs fois demandé des débats d'idées, des débats de développement sur les plateaux. Personne d'entre eux jusque-là n'a pas encore eu le courage. À Parakou. D'accord, ça va se faire ici. Voilà. Nous sommes suivis également à Parakou. Oui, Wahab Ali Para, vous êtes assis à côté d'un militant convaincu, très engagé. Est-ce à dire que les propos qui sont tenus, l'engagement qui est pris, et avec la force, la fougue avec laquelle il se prononce, et dire déjà que, bon, les législatives sont déjà dans la poche pour l'Union progressiste? Non, c'est un peu comme un candidat qui va à un examen et qui est rassuré d'avoir appris ses leçons et qui est rassuré que si les épreuves, n'est-ce pas, viendront et prendront en compte ce qui est dans ses cahiers, donc dans les leçons qu'il a apprises, il pourra répondre facilement. Maintenant, les réalités sur le terrain peuvent être tout autre chose. Donc, en termes de courage, d'assurance, pour l'instant, on ne saurait faire quelques procès que ce soit à Ousmane Traoré parce qu'il tient compte, n'est-ce pas, dans son développement de l'effort déployé sur le terrain, de la stratégie mise en place pour peut-être convaincre la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec Ousmane Traoré, qui jusque-là, ma foi, ne s'est pas totalement débarrassé de l'étiquette des FCBE en raison des tractations politiques et des manœuvres politiques qui ont fait perdre, je dirais, le perchoir de la mairie de Parakou à cette formation politique. Je parle bien entendu des FCBE à l'époque. Ça veut dire quoi? Que quand on a été le jeune FCBE qui a mouillé maillot pour que dans les urnes FCBE soit majoritaire et que chemin faisant, il y a eu, je dirais, divorce et qu'on déménage pour atterrir au niveau de l'Union progressiste, il y a un véritable travail qu'il faut faire, peut-être pour déloger d'abord les militants de FCBE pour les amener, n'est-ce pas, à la nouvelle destination qui est l'Union progressiste. Il y a un discours qu'il faut tenir dans le rang des populations, donc de tous ceux-là qui ont voté et qui avaient confiance au FCBE. Aujourd'hui, quel est le discours qui est tenu pour qu'on puisse changer de veste pour prendre en compte ou s'approprier l'idéologie de l'Union progressiste? C'est la grosse interrogation à ce niveau. Maintenant, sur le terrain politique, vous n'allez quand même pas penser que les autres formations politiques sont bras croisés parce que Union progressiste, Hakim l'a rappelé, Herman également, moi de même, n'est-ce pas que en termes d'élus, à l'heure où nous parlons, l'Union progressiste n'a pas la majorité. En termes peut-être, je dirais, de postes politiques ou de postes ministériels et autres, l'Union progressiste n'est pas en avance par rapport aux autres. Et vous savez que tous ces éléments que je viens de citer, ça constitue, je dirais, plus d'atouts pour des formations politiques plutôt que chez ceux qui le compteur est encore à zéro. Mais c'est vrai, quand on lit dans les journaux, puisque moi je fais une des journaux, oui, on sent ce qui est fait par la jeunesse, on sent ce qui est fait par Ousmane Traoré, mais attention, les jeunes sur le terrain également ne dorment pas. Voilà pourquoi, oui, même quand on est rassuré, il faut savoir que oui, il y a une bataille qu'il faut livrer, une bataille politique bien entendu, une bataille qu'il faut livrer sur le terrain. On a parlé de Mahmoud Guerguis qui est du bloc républicain, qui l'a bien souligné. On sait la mobilisation quand il s'agit des activités du BR et que Mahmoud Guerguis se met au devant de la scène pour parler aux jeunes. Alors, est-ce que Ousmane Traoré, et c'est là ma question à vous, est-ce que vous arrivez à évaluer, n'est-ce pas, les confrontations politiques de votre formation politique, n'est-ce pas, avec le BR par exemple? Je voudrais qu'on commence par là, UPBR à Parakou, précisément. D'accord, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous rassurer et à dire quelque chose. En réalité, ouais, cet engagement, cette détermination, et puis s'il faut appeler aussi changement de veste que vous avez dit, ce n'est pas
Ousmane Traoré, c'est justement les jeunes. Je ne suis qu'un instrument. Ousmane Traoré n'est qu'un instrument dont on parle. Je ne suis qu'un représentant. Donc, c'est une grande masse de jeunesse, de jeunes, qui est en train de faire tout ça. C'est pour ça qu'on parle souvent de jeunes leaders. Justement, à quand remonte votre dernière activité politique, la dernière activité politique de cette jeunesse UP de Parakou? Oui, par exemple, la dernière activité, voilà, c'est vraiment un exemple. Moi, je suis ici à Cotonou quand cette activité se menait, dirigée de main de maître par le jeune Farouk Zoumarou, qui a reçu les handicapés de l'association des handicapés du Porgou qui ont fait leur adhésion, par exemple, dans l'UP. Je n'étais pas là. C'est un exemple que je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que le représentant de ces jeunes-là. Je suis leur président d'honneur. Et la dernière fois, on a reçu les artistes, musiciens et guitaristes et autres, on les a reçus, qui ont fait leur adhésion officielle compte tenu de ce que nous leur avons dit et de nos objectifs. Ils ont dit, l'artiste n'a pas de parti politique, mais là, il faudrait qu'il fasse... C'est donc pratiquement, vous recrutez toutes les couches de la société. Bon, il faut mettre toutes les cartouches à sa faveur. Et il ne faut rien négliger. Donc, voilà les dernières activités. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, vous voyez, en réalité, le seul parti avec qui nous on pense véritablement faire le combat, c'est le BR. La FCBE que vous dites aujourd'hui, la FCBE n'est qu'une coquille vide. Parce que vous êtes partis avec la masse, vous estimez. On ne l'estime pas. Oui. Tous ceux qui sont partis ne le font pas en cachette. Ils le font ouvertement. Que ce soit les élus, que ce soit... Je prends le conseil communal de Péréré. Je dis le conseil, la coordination oui. communale de Péréré. Tous ceux qui sont partis ne l'ont pas fait en cachette. Ils l'ont fait ouvertement. Parce que ça décourage. Il y a un certain nombre de choses qui s'est passé. On ne peut pas se mettre. Alors, d'accord, pour vous, aujourd'hui, la FCBE, non. Je ne vois pas celui qui peut m'inquiéter dans la FCBE. On se connaît. On sait qui est qui va avec la vérité, qui va avec le mensonge. Et aujourd'hui, le peuple béninois est mûr. La politique du mensonge ne marche plus. C'est pourquoi on est fiers aujourd'hui, on remercie Dieu parce que nous avons obligé les leaders. Il y a tout de même le bloc républicain qui c'est là que je suis en train de venir. Nous avons obligé les leaders de la 8e circonscription électorale, et je suis sûr par la grâce de Dieu, bientôt ça va impacter le Bénin. Nous avons obligé aujourd'hui les leaders de bloc de la 8e circonscription électorale à aller maintenant faire la politique du concret que d'aller faire des promesses. Parce que nous agissons avec le concret et la masse vient vers nous. Ils n'ont pas d'autre choix que de suivre nos pas et parler de l'avenir et tout et tout. Donc aujourd'hui, quand on parle d'un bloc républicain qui nous fait peur, vous avez parlé des Kirghizes. Vous le connaissez tout au moins. Je le connais, un jeune que j'apprécie bien. C'est un frère que j'apprécie très bien. Bon, c'est vrai... Nous voyons, excusez-moi, nous voyons que vous êtes en train de minimiser un peu la force des jeunes leaders de l'UP. Je vous demande de refaire encore vos enquêtes. Mais ce n'est pas des gens qui, aujourd'hui, ceux qui doivent avoir peur, c'est l'honorable Bouaramassi. C'est le ministre Adambi. Les guerristes, ce n'est pas encore des jeunes qui doivent... je ne suis pas en train de les insulter, mais... De les minimiser plutôt. Voilà, de minimiser, mais vous ne pouvez pas prendre Ousmane Traoré, les jeunes leaders, et... Non, on doit vous comparer à Rachid Bouaramassi, comparer à Seydou Adambi. Ceux qui peuvent nous... vous bougez, nous affronter. Ceux qui peuvent nous permettre de nous asseoir et réfléchir, c'est des gens comme des Charles Tokor, des Adambi, des Bouaramassi. C'est sur ceux-là nous on réfléchit comment faire pour
et finir avec... Et à 6 mois des élections, vous n'avez pas trouvé la solution. Parlez-nous des vrais acteurs politiques. On va passer justement parler des enjeux pour l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale. Et on ne parlera pas d'enjeux sans parler des acteurs politiques que l'on a vu faire depuis plusieurs années déjà. Et vous avez bien fait de citer Rachidi Barabassi, député à l'Assemblée nationale, Sam Seydou Adambi, qui est un ministre du gouvernement. Vous avez cité Charles Tocom, qui est au conseil communal de Parakou, au conseil municipal de Parakou. C'est quand même de grands acteurs. Et vous pensez que vous pouvez vous asseoir et faire face à ceux-là aujourd'hui, Hakimé Ousseini, avec le bagage politique qu'ils ont, avec l'électorat qu'ils conservent toujours? Non, c'est vrai que le débat tel qu'il est mené, bon, vous avez beau présenter tous les types de tableaux, Ousmane Traoré lui l'estime, et ça reste sa religion, que bien, pour le moment, l'Union progressiste peut dormir tranquille. Non, je viens. L'Union progressiste peut dormir tranquille, parce qu'elle dit que la seule réflexion qui est faite en ce moment par lui, Ousmane Traoré, c'est comment faire pour trouver des stratégies et pour dérouter certains noms qu'il a cités. C'est bien intéressant qu'il le reconnaisse quand même à certaines forces de la commune de Parakou et environ, une certaine présence et une certaine des armes et des atouts. Non, l'honorable Rachid Benamassi, on a beaucoup dit, c'est quand même plusieurs fois élu à l'Assemblée nationale. Ancien maire de la commune de Parakou, bien évidemment. On a beaucoup dit Samou Seydou Adambi, bloc républicain, ancien maire de la commune, ancien premier adjoint au maire de la commune de Parakou, ancien ministre et ancien député, bien évidemment, ancien député et actuel ministre de la République. Non, attendez, c'est quand même des éléments importants. Et quand on les met à côté, je crois que la balance, en attendant que les unes demandent, cette balance va en faveur de ces personnalités qui ont été citées. La réalité, elle est tout autre sur le terrain. C'est peut-être au nom de cette réalité que Ousmane maîtrise et que les autres aussi ont la maîtrise de leur réalité, que le débat va se faire. Même les jeunes dont il parle également ont aussi, qu'on les verra ou pas sur le terrain de la commune de Parakou environ, un certain nombre d'éléments qui militent en leur faveur. Donc en fait, on fait un débat ce matin de quoi chacun tire le doigt de son côté et le tire bien de son côté. Nous, on n'est pas là pour défendre un parti ou un autre, mais c'est plutôt présenter la situation sur le terrain. Au nom de la situation sur le terrain, je crois que nous l'avons déjà dit ici, qu'on le verra ou pas, c'est qu'il y a quand même des références en termes d'élection. Même si Ousmane Traoré estime qu'il a fait le combat avec les forces groupes bien émergents pour en donner le score qui a été donné, c'est qu'à l'arrivée aujourd'hui, qu'on le verra ou pas, il y a une situation qui a prévalu et qui reste quand même un élément fondamental sur lequel plusieurs fois on peut faire un retour en arrière. Aujourd'hui, on est à 6 mois des échéances électorales. Ousmane Traoré reste un transfuge FCBE pour l'Union progressiste. Et donc, il mouille maillot pour l'Union progressiste dans l'espoir. Et ça sera son premier test avec l'Union progressiste. Exactement, parce que les autres ont des tests qui ont été déjà réalisés et ils sont encore sur le terrain. Et donc, du coup, il y a qu'on le veuille ou pas, forcément les unes prochaines, parce que tout ce qui va être dit par Ousmane Traoré va ressembler à de l'incantation, parce qu'il n'y a pas, pour le moment, Christian, aucun baromètre qui permette de pouvoir dire avec précision que l'Union progressiste à Parakou a fait changer les donnes. Pour le moment, quand on fait le point, Christian, bloc républicain en termes de représentation au niveau des députés présents, bloc républicain au niveau donc des ministres du gouvernement présents, bloc républicain sur place contre la mairie de Parakou, même si entre-temps on retient que la FCBE s'est tirée entre les pattes et a perdu donc le contrôle de la mairie. Donc sur ce seul tableau-là, Christian, l'UP a du boulot et encore du boulot à faire sur le terrain. Donc, moi, on concédera certainement à Ousmane Traoré les atouts qu'il détient et qu'il va peut-être encore suffisamment en utiliser, parce que au-delà de ces atouts déjà actifs, c'est qu'il va travailler maintenant à réfléchir sur l'honorable Rachid Benamassi, Samou Seydou Adambi et tous les autres. Mais le seul élément, comme je l'ai dit, c'est à l'aune de janvier 2023 qu'on saura si entre-temps c'était des incantations qui ont été prononcées sur le plateau d'Actu Matin avec Ousmane Traoré un mercredi, parce que ça permettra de savoir véritablement si il tenait vraiment la bonne corde. Il veut réagir. On va l'écouter. Il veut réagir. Allez-y. Monsieur Hakimé, je crois que c'est normal que vous vous référez au parcours. Il n'y a rien à faire. Mais en vous référant au parcours, le terrain de Parakou, vous le connaissez très bien. Et
ceux que vous appelez, je vais parler de l'honorable Baramassi, de Adambi, ils savent très bien que c'est la jeunesse. Ils étaient là en tant que ministre, en tant que député, en tant que directeur et tout ça, mais on les a tous battus au communal passé. Ils étaient bel et bien là, ils ont mouillé le maillot, ils peuvent dire combien de fois on s'est croisés sur le terrain et ils savent qui sont ceux-là. Quand vous croisez, qu'est-ce que vous vous dites? Eh mais nous, je donne un exemple. Devant mon propre portail, à mon domicile, ils se sont levés un jour à 7h, ils sont venus tracer une ligne rouge. Une ligne. Non, ça dit ma voix, ça ne va pas, et puis je n'avais pas la facilité d'avoir de circuler de machines à la mairie, et ils sont venus le faire un beau matin avec les logos de Bloc républicain sur la voiture. Et je suis sorti et dit mais c'est quoi ça là? Il dit on doit te battre, et j'ai dit je le jure devant Dieu, je vais vous battre. Et ils m'ont dit et comment? J'ai dit et comment je vais avoir les 10%? J'ai dit les 10% ne sont pas mon problème, mais dans Parakou je vais vous battre. Les 10% peuvent m'amener à perdre les élections. Et vous les avez battus. Et je les ai battus. D'accord. Il y a un paramètre qu'Ousmane fait bien de négliger. Le contexte des municipales dernières, ça n'est pas le même contexte des municipales. Non, c'est justement, c'est là que je suis en train d'en arriver. C'est là que je suis en train d'en arriver. Je dis, à Parakou, ils sont tous ensemble, mais ensemble avec les autres jeunes, on les a battus. Et pourquoi je me base sur les municipales pour faire une projection sur les législatives. Aujourd'hui, 80%, je dis bien 80% de ceux-là, des autres communes avec qui nous sommes allés, si vous voulez vous référer aux municipales, donc 80% de ceux-là avec qui le Bloc républicain allait aux élections communales, la FCBE allait aux élections communales, et l'UP, 80% de ceux-là ont quitté le Bloc républicain pour nous rejoindre. Et je dis bien 100%, de ceux-là avec qui nous sommes allés, c'est pourquoi je traite la FCBE de coquille vide, 100% de ceux-là avec qui nous sommes allés aux élections municipales sont aujourd'hui venus avec nous dans l'Union progressiste. C'est pourquoi je vous demande de faire vos enquêtes sur le terrain. Donc, si nous devons nous référer sur les résultats qui sont sortis des urnes, c'est pas pour rien, la dernière fois, l'honorable Baramassi disait qu'il ne faut pas que les gens se trompent, que le BR n'a pas de conseillers locaux, et que c'est... donc, il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Et c'est justement l'occasion pour moi de dire aux autres que lui aurait appris que les conseillers locaux sont en attente. Bon, c'est l'occasion pour moi de dire aux autres conseillers locaux de venir au niveau de l'UP. Nous, on va les appeler conseillers UP. C'est aussi ça le jeu politique. Donc, vous me permettez. Donc, en réalité, nous ne sommes pas en train de parler dans le vide. J'aime les défis. J'aime les défis. Je vous dis, et devant la face du monde, nous sommes ici aujourd'hui. Je vous dis, il serait très, très difficile de battre l'UP dans la 8e. D'accord. Peut-être que vous voulez redessiner la carte. Je disais que c'est aussi ça le jeu politique, et vous faites bien de me passer le mot. La carte politique ou géopolitique aujourd'hui actuelle de la 8e n'est pas forcément celle que c'était aux législatives 2019, aux municipales, ensuite à la présidentielle, parce que justement, je me dis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et il fait bien de rappeler effectivement que c'est une jeunesse. Et pour qui connaît bien Parakou, il y en a qui sont des férus. C'est-à-dire que jetez-les au ciel, ils vont descendre, ils vont vous dire, c'est celui-là que je suis. C'est-à-dire que... il y a cette personnification du jeu politique, c'est-à-dire on est prêt à suivre parce que celui qu'on suit, on ne le suit pas parce qu'il est beau, on le suit parce qu'il a une vision, on le suit parce qu'il sait tenir la masse. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui ce qu'il dit, je comprends un peu ce qu'il dit, et qui me fait bien de nous rappeler également que c'est à l'aune de 2023 qu'on saura si ce qu'il dit est réel, mais toujours est-il qu'aujourd'hui et ça sera un grand gain politique pour lui s'il arrive effectivement à réaliser ce qu'il dit. Parce que n'oubliez pas, il est parti d'un système FCBE. N'oubliez pas qu'à la veille de ces élections, c'est à la veille de ces élections-là que l'ancien leader charismatique FCBE
à déposer le tablier. Et les jeunes peut-être de Parakou n'ayant pas compris ou se mettant dans cette logique de nous voulons FCBE, nous voulons FCBE, on fait ça. Et donc ils ont compris maintenant que bon, il faut partir. Et 2023, c'est aussi les démocrates. C'est FCBE qui va revenir. C'est aussi la nouvelle alliance, c'est Moël Bénès, c'est tout cela. Donc, c'est le bloc qui est là, mais qui va désormais être plus présent sur le terrain parce que ces jeunesses qui faisaient ces différents partis sont en train de mouvoir. Bon, bref, c'est ça. Oui. Par rapport justement à ça, vous voyez, l'ancien président avait déposé le tablier. Nous avons été contactés par plusieurs personnes pour nous demander de démissionner, de ne même pas aller à ces élections, de le saboter. Mais nous avons dit, nous allons montrer qu'en réalité, c'est nous qui faisons la force de quelqu'un. Et nous sommes allés à ces élections. Et nous sommes en sortis. Et si tout devait bien se passer, je ne pense pas qu'on ait moins de 20 conseillers à Parakou. Je ne pense pas. Donc, nous sommes en réalité une génération en bloc et qui est en train de vouloir apporter une nouvelle manière de faire de la politique. Et nous avons compris que l'Union progressiste est en réalité, pour nous, le parti qu'il faut. Nous avons compris que dans les autres partis, après analyse de tout, nous avons compris personne ne veut l'évolution de la jeunesse. Dans les autres partis. C'est toujours pour nous, c'est notre analyse, c'est l'impression que nous avons après analyse. Parce que toujours, c'est les mêmes personnes, pendant 10 ans, pendant tout le temps, c'est les mêmes personnes. Et quand tu fais une proposition, cette proposition reste là où tu l'as fait, ça ne va pas loin. Mais nous avons compris que dans l'Union progressiste, même le dernier marchand, le dernier militant du dernier village du Bénin, quand il fait une proposition, ça remonte. On s'est dit, mais tiens, voilà un parti qui peut vraiment faire en sorte que nos idées, les apports que nous amenons soient vraiment portés. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Il faut qu'on fasse tout ce qui est de notre pouvoir. Et c'est pour ça que cette masse-là de Parakou s'est inclus dans l'Union progressiste et nous sommes en train de nous agrandir. Pour celui qui connaît en réalité les gens que vous appelez du Bière, l'honorable et autres, aujourd'hui ne peuvent pas analyser de cette manière la situation politique sur le terrain. C'est parce que vous n'avez pas encore compris quelque chose au niveau de la... Celui qui connaît la réalité de la situation politique de Parakou, aujourd'hui, dans le BR, ne peut pas dormir avec ce qui se passe là. Il ne peut pas dormir. Oui, d'accord. Ils savent qu'on est... L'UPA déjà Parakou. On va vider le sujet très rapidement. Non, le sujet, il est vidé depuis. Le sujet, il est vidé depuis. Ousmane Traoré, l'UP, c'est la 8e, notamment Parakou, c'est du pain béni pour l'UP, puisqu'il dit que les autres ne doivent pas dormir. Donc, l'UP peut dormir pour le moment. Non, il a dit qu'ils ne sont pas dans un matelas, ils ne dormiront pas. Nous avons dit ceci. Nous avons le terrain aujourd'hui. Mais quand tu as une femme et que tu la négliges, mais dis donc. C'est vrai que bientôt il y aura le positionnement. De toute évidence, il s'agit d'une élection à venir, ce sont les législatives. De toute évidence, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que le contexte est différent. Le contexte des municipales dernières, ça n'a rien à voir avec le contexte des législatives prochaines. Ce qui est aussi évident, c'est que bien certains qui étaient dans certaines formations politiques ont tourné kazakh et puis ont fait l'option d'embaucher d'autres trompettes. Sur le terrain, la force groupe Bénin émergent reste toujours présente, quoique pour Ousmane Traoré, il n'y a pas matière à avoir peur. Non. Et au même moment, c'est qu'il faut préciser que les démocrates, à travers, je crois, le coup de fil que vous avez donné hier à Nourino Tchadé, est en train de faire une tournée d'exploration et puis de remobilisation de la troupe et donc à séjourner récemment de la commune de Parakou et environ. Il y a encore des démocrates à Parakou. Et n'oubliez pas qu'au sein de ces démocrates, il y a encore Christian, l'ancien chef d'État, le président, l'ancien chef d'État Boniaï. Et ça reste un élément fondamental en termes, je dirais, de décision et de comportement électoral des populations au niveau de cette 8e circonscription électorale. Par quoi en particulier, Tchaourou, il faut y ajouter de façon plus précise et d'aller. Donc, en gros, c'est que les personnalités d'une manière ou d'une autre, certaines ont changé de cap.
Perere, c'était Dia Sakalafia, aujourd'hui au niveau de la Sénat. Perere, c'est l'ancienne vice-présidente, aujourd'hui vice-présidente de la République. Et finalement, il n'y a que les jeunes. Devant. Et Parakou, c'est ce dont on a parlé. Oui. Ndali, bien évidemment, il y a d'autres acteurs qui sont en train d'élaborer au niveau de la commune de Ndali, autant au niveau de la commune de Tchao. En gros, on est à quelques 6 mois des échéances prochaines. Les acteurs vont se rencontrer sur le terrain et comme je l'ai dit, chacun ira donc avec ses atouts. En janvier prochain, on va faire le point pour savoir si la tendance a été renversée au profit de l'UPE ou encore si c'est l'UBR qui maintiendra et toujours, je dirais, la dragée haute, ou est-ce qu'entre-temps, il y aura un réveil des démocrates qui piavent d'impatience de prendre part à une échéance électorale parce qu'ils n'étaient pas présents aux dernières consultations électorales. Donc, en gros, le terrain il est bien ouvert. Et chacun ira avec, je dirais, ses astuces et jeunesse, et aînés, et expérimentés, et non expérimentés, et sérieux, et non sérieux, et tout ce qu'il y a autour. On va le constater. On va évoluer puisque nous avons vidé ce sujet sur la 8e circonscription électorale, et puisque nous sommes avec le jeune leader de cette circonscription électorale, Ousmane Traoré, vous suivez de près l'actualité politique chez nous, avec les événements de ces derniers jours. Patrice Talon qui a échangé avec les anciens présidents, notamment les 2 anciens présidents et surtout avec le président Boli Yayi. Quel est le regard de la jeunesse UP de la 8e circonscription électorale sur ce fait politique? Oui, merci monsieur le journaliste. Pour moi, en tout cas, cette rencontre de Boni Yayi, cette deuxième rencontre, s'il faut dire, de Boni Yayi et le président Patrice Talon, ça ne nous étonne pas. Parce que à notre niveau, la lecture politique que nous faisons, c'est que le président Patrice Talon n'est que la suite de Boni Yayi. Vous voyez, quand le président Boni Yayi parlait en son temps d'une démocratie Nescafé dans notre pays, et aujourd'hui, pour moi, le président Patrice Talon il est en train de faire la suite quand même de ce que veut le président Boni Yayi, même si en son temps, il n'a pas eu le courage de le faire. Et donc, Boni Yayi ne peut que venir voir son frère et lui donner des conseils, parce que ce n'est que son projet que son frère continue de faire. Oui, mais corriger la démocratie Nescafé pour qu'on n'ait pas une démocratie Nescafé. Parce que je crois que c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'effectivement il avait dit en son temps. Quand il était question des grèves perlées, et puis beaucoup. Donc ça veut dire il faudrait venir soutenir son frère qui travaille à ce qui n'est pas une démocratie Nescafé. Maintenant, on a compris. Qui travaille ce qui n'est pas une démocratie Nescafé. Donc vous appréciez cela à sa juste valeur. Voilà, moi je dis, vous voyez, le président Patrice Talon, quoi qu'on fasse, c'est un don de Dieu. Et c'est un monsieur qui a de la vision, mais il est difficile au début de le comprendre. Nous l'avons combattu en son temps. Nous l'avons combattu. Mais en réalité, on a compris qu'il y a... nous ne sommes pas patients. Quand on voit une action, automatiquement, on se jette sur ça, on commence par réagir. Pourtant, c'est des trucs qui vont à notre avantage. Ces rencontres-là, que ce soit avec les anciens chefs de l'État, que ce soit avec les présidents de l'Assemblée, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est une leçon qu'on donne, que le président Patrice Talon est en train de donner. Oui. Je peux dire même au peuple béninois et à la classe politique. Justement. Et politiquement, vous, ça va à votre avantage, puisque vous sentez un certain rapprochement, Boli Yayi, Patrice Talon, ça vous libère le terrain politique. Mais nous autres, en réalité, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Si Boni Yayi et Patrice Talon ne s'entendent pas, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange en aucun cas. Aujourd'hui, le Béninois a grandi. Il n'y a plus, bon, peut-être à votre niveau, mais à notre niveau, non. Peut-être à votre niveau, mais nous, à notre niveau, non. Nous, on ne parle plus d'une guerre Boni Yayi Talon. C'est pourquoi on vous dit qu'on est en train de faire la politique autrement. Nous ne sommes pas en train de parler d'une guerre de personne maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Bénin avance? C'est ce que le Béninois est en train de faire. Si la rencontre Boni Yayi, Patrice Talon doit faire arranger et faire avancer le Bénin,
il faut vraiment que nous faisons. Je vous rappelle que la dernière fois, au Forum de la paix que la FOPA a organisé à Parakou, depuis le haut des tribunes là-bas, au nom des jeunes leaders de l'UP, j'ai lancé cet appel qu'il faut que le président Boni Yayi accepte la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon. Nous, ça nous arrange. Ça nous arrange que ces deux-là, les gens vont se dire, peut-être les gens pensent que des gens font leur popularité et profitent de la querelle entre chef de l'État, Patrice Talon et nous voulons montrer que notre base, c'est notre base. Nous voulons montrer que le Béninois grandit. Donc, nous faisons des prières chaque jour pour que ces deux personnalités puissent s'asseoir et parler le même langage. C'est pour ça que je dis que le président Patrice Talon est un cadeau de Dieu pour le Bénin. L'autre sujet, c'est bien sûr la cherté de la vie. Oui. À Parakou, est-ce que vous la vivez? La cherté de la vie, on la vit partout au Bénin. Et c'est parce qu'on vit cette cherté de la vie que l'Union progressiste a apporté sa touche dans cette lutte. En faisant quoi? Nous nous sommes levés dans les 4 communes de la 8e circonscription électorale. Et d'abord, on a fait un tour à l'estade de la délégation gouvernementale, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller jusque dans les rameaux. Beaucoup de personnes n'ont également pas eu la chance de participer à cette tournée d'explication. Donc l'Union progressiste a pris l'engagement et s'est lancée dans pratiquement tous les... Et même à l'heure où je vous parle, ça continue toujours. D'autres sont à Guinagourou, à Perere, d'autres sont à Sirarou actuellement, d'autres sont à Kikparé, vers Tchaourou. Donc, à l'heure où je vous parle, par exemple, où je suis sur malgré la cherté, vous arrivez à vous déplacer pour aller expliquer la cherté de la population. C'est justement ce que nous essayons d'expliquer. Okay. C'est pas parce qu'il y a cherté qu'il ne faut pas vous déplacer. D'autres disent maintenant dans les réseaux que ceux qui ont l'argent utilisent l'argent pour aller dire à ceux qui ont faim pourquoi ils ont faim. Ces intoxications-là, c'est extrêmement grave pour le Béninois conscient qui veut faire évoluer son pays. C'est pour ça que l'Union progressiste s'est lancée dans cette campagne. Si nous n'allons pas vers les populations pour leur expliquer concrètement ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de commerçants indécis qui nous mettent dans cette situation. Moi, j'ai assisté à une scène où des Nigériens sont venus prendre plus de 2 camions de gari et amener ça vers le Niger. Et ce n'est qu'après, par exemple, la saison sèche ou après les saisons pluvieuses qui vont encore ramener ce gari pour nous revendre, nous les Béninois qui produisons ce gari. Les gens se lèvent par exemple à Niki, nous sommes en train de lutter encore contre ça, qui prennent le maïs qu'ils font entrer dans le Nigeria sérieusement. Et ces Nigériens se lèvent, ils viennent nous revendre encore le maïs au Bénin. Doublement plus cher. Mais s'il y a la cherté de la vie, trouvons une politique pour accompagner le gouvernement à ce que, au moins ce que nous produisons, nous le vendons entre nous ici. Mais il y a des commerçants qui font. Par exemple, pourquoi le gari est en train de prendre le prix? Le maïs, je comprends. Ça, on utilise l'urée. Et le gouvernement subventionne l'urée. Au lieu de 14 000, il y en a qui prennent l'urée qui vont aller vendre à 28 000. Pourtant, le gouvernement a subventionné cela. Bon, si le maïs prend le prix à cause de l'urée, le gari aussi prend l'urée. Merci beaucoup. Donc, il y a ces explications-là que nous sommes obligés de faire à la population. C'est pour ça que l'Union progressiste a apporté sa touche en faisant dans tous les rameaux. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Union progressiste également été chercher des partenaires qui sont venus et qui sont en train d'aider les producteurs avec des prêts agricoles. Donc, dans toutes nos communes-là, nous sommes en train de faire des prêts agricoles aux producteurs qui, aujourd'hui, avec la cherté, qui vont produire plus pour qu'on puisse aider le gouvernement à lutter contre la cherté de la vie. Super. Donc, voilà courage, ce que je peux dire par rapport à la touche particulière qu'apporte l'Union progressiste, qui est un parti qui accompagne bien sûr le chef de l'État dans ses actions. Courage à vous. Merci. Alors, vous nous reviendrez en plateau et cette fois-ci, on vous mettra en face d'autres acteurs politiques de la jeunesse, soit de la mouvance, de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Et on fera le débat ensemble pour voir ce que chacun propose pour notre pays, le Bénin. Merci Akimé, merci Herman, merci à vous Wakaba Likbara.
Vous savez très bien qu'il y a ce phénomène de société où certaines personnes font de la décoloration de la peau. C'est sûr et certain que vous en rencontrez dans vos mouvements. On va parler ce matin de la dépigmentation et c'est dans le pour ou contre avec Nagui Balaoui qui a posé la question aux citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Par rapport à votre question, moi je n'ai pas de précision à donner si je suis pour ou contre. Parce que chacun est libre de faire son choix. Si la personne voit que se dépigmenter est bon pour lui, je ne vois pas pourquoi il faut juger cette personne-là. Vous comprenez? C'est tout, c'est ma réponse en fait, c'est tout. Moi je suis contre. Moi je ne sais pas pour les autres. Pourquoi vous êtes contre? Parce que moi je n'ai pas les moyens de dépigmentation. En fait, j'ai déjà eu plusieurs et je vois des gens dépigmenter des taches partout comme Coca-Cola. Donc moi je n'ai pas envie. Je suis contre. Parce que la dépigmentation, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que les femmes, quand ils font ça, arriver à l'hôpital pour faire de piqûres ou bien s'ils ont un peu de déchirure pour les faire soigner là, c'est difficile. Et ce n'est pas bon pour la peau, la santé. Donc moi, il y a des hommes, surtout les Congolais et les Ibo, s'ils font ça, je sais pas. Et les Béninois aussi. Les Béninois, il y a des Béninois, surtout les jeunes d'aujourd'hui, qui trouvent l'argent facilement là. Ah, c'est leur boulot ça. Ce n'est pas du tout bon. Je suis contre. Je suis contre la dépigmentation. La dépigmentation, je puis dire que c'est une pratique qui va à l'encontre de nos mœurs. Et malheureusement, vous voyez aujourd'hui, il y a les hommes qui se dépigmentent. Auparavant, je pense que cette pratique, il y a longtemps, c'était les Ghanéens qui étaient venus, les Ghanéens et les Nigérians, qui nous ont appris cette histoire de dépigmentation. Ça relève jusqu'aux années 90 et tout. Mais malheureusement, ce phénomène prend d'ampleur maintenant. Et il y a certaines régions même du Bénin qui sont influencées par ce phénomène de dépigmentation. Je prends comme exemple, quand vous prenez Sakété, quand vous prenez Pobert, quand vous prenez Kétou, vous allez voir qu'aujourd'hui, la majorité, je peux même estimer peut-être à 60% des hommes qui commencent par se dépigmenter la peau. Et il faut comprendre que c'est l'influence du Nigeria. Alors, donc c'est un phénomène vraiment qui nécessite beaucoup de sensibilisation. Et vous, en tant que journaliste, je pense que c'est un travail noble que vous êtes en train de faire. Et à travers vos différents canaux, cette situation pourra quand même se normaliser. Merci. Je suis contre. Moi, ça me fait mal. Et que ce que Dieu t'a donné, tu changes au cours d'évolution. C'est pour être quoi? Ça va, ta peau, c'est ce que Dieu t'a donné, il faut garder. Moi, je suis très contre. Moi, c'est juste pour ça. Je n'aime pas voir un noir et après, ça devient tout clair et tout ça. Je n'aime pas. Merci. Je vous en prie. Rare qui se dépigmente. Mieux vaut laisser ta peau telle que la créature te l'a donnée. Mais à force de vouloir la transformer, on vieillit sans s'en rendre compte. Donc ce n'est pas une bonne chose, pas une chose à apprécier. Voilà mon point de vue. Bonjour, bonjour, on me voit. Bonjour, aïe me oui bo sao na blebi. Solution de boudéa, blonde de bois. Yema ututu na chipoli la plapa. Nous ya kasa wechimo. Donc solution de bonjour e nyoa. Adonye vio problème ouais, ande bu problème ouais. Atoro beto me bo jete peri an lo wa we. Donc bonjour e nyoa. Merci beaucoup. Mais je suis peu moi de toute façon. Je ne suis pas pour. C'est pas naturel. Nous sommes africains. Le bois d'ébène, c'est la couleur noire. C'est la couleur noire. Si tu viens ajouter une autre couleur encore sur toi,
écoute, et puis malgré... et puis derrière tout ça, il y a des conséquences aussi. Les maladies, autre chose, etc. Même les opérations et tout. Je suis en un mot contre. À toutes et à tous, bonjour. L'actualité politique nationale, c'est la rencontre entreprise par l'actuel chef de l'État avec ses prédécesseurs. Une rencontre qui suscite des appréciations dont celle du député Noureini Atchadé. La réaction passionne Fraternité qui écrit qu'intervenu sur Actu Matin de Canal 3 Bénin le mardi 14 juin 2022, Noureini Atchadé, premier vice-président du parti Les Démocrates, a opiné sur la déclaration faite à l'issue de la rencontre entre Patrice Talon, président de la République, et son prédécesseur, président Yahi Boni, une formalisation avant une concertation entre le président en exercice et les anciens présidents de la République est, selon lui, une loi de trop. Et dans les colonnes du même journal, une réaction du président du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa, sur les réserves de Noureini Atchadé, une démarche qu'il applaudit. Il confie par exemple que RLC suggère en outre au chef de l'État la mise en place d'une loi qui permet de créer un cadre institutionnel apolitique aux anciens présidents de la République, à l'image du médiateur de la République, ou qui viendra remplacer ce dernier ou encore modifier celui-ci afin de faire d'eux des membres permanents. L'autre volet de la rencontre sur lequel Vif d'Afrique met l'accent, ce sont les impacts que cela pourrait avoir. C'est pourquoi le journal estime qu'au-delà de ces rencontres, les retombées peinent à être visibles sur le terrain. Tout juste après la première rencontre entre les deux chefs d'État, le 22 septembre 2021, l'opposant politique Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison 2 mois plus tard et Rekia Madougou, la candidate du parti Les Démocrates, un parti d'opposition, a écopé quant à elle de 20 ans de prison. Après ces agissements, plusieurs observateurs se sont demandé à quoi aurait servi cette rencontre si des opposants politiques à Patrice Talon ont été finalement condamnés à de lourdes peines. Et après ces audiences accordées aux deux anciens chefs de l'État, Matin Libre estime que la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, les Béninois ne sont pas si satisfaits de son fonctionnement. Le journal part du communiqué rendu public à cet effet par Afrobaromètre, qui renseigne sur les degrés d'insatisfaction et autres de populations interrogées. La preuve que la démocratie est un chantier important sur lequel le pouvoir de Patrice Talon est très attendu par le Bénin. Pendant ce temps, renseigne le matinal, au travers d'une séance de concertation qu'elle a tenue le mardi 14 juillet avec les partis politiques régulièrement enregistrés, la Commission électorale nationale autonome leur a fait le point des différentes tâches qu'elle a exécutées jusque-là dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues pour se tenir le 8 janvier 2023. Tout en prenant acte des diligences accomplies, écrit le journal, les partis présents ont exprimé quelques préoccupations et propositions. Cotonou abrite un atelier de formation sur les comptes satellites du tourisme. Matin Libre écrit que l'objectif de ce séminaire de formation est d'outiller les experts en statistiques du tourisme en vue de les accompagner à travailler de façon optimale pour que le Bénin et les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine bénéficient de la réglementation des comptes satellites touristiques. De son côté, le journal Fraternité rapporte le ministre béninois du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, qui estime qu'au sortir de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, ralentissant ainsi la croissance du secteur, le tourisme est en train de retrouver son dynamisme comme la plupart des secteurs économiques et il est important que nos pays se dotent de l'outil qu'est le compte satellite du tourisme afin de mieux apprécier la résilience des dispositifs que la pandémie nous a imposé de mettre en place chacun en ce qui le concerne. Et puis, le Matin parle des efforts pour le renforcement du volet numérique au Bénin et souligne que dès son arrivée en 2016, le chef de l'État a annoncé les couleurs quant à ses intentions pour le Bénin dans le secteur du numérique. À la révélation de ce rêve ambitieux,
de Patrice Talon, certains de nos compatriotes y ont vu un idéal inatteignable, pour d'autres encore une ambition trop grande pour le Bénin. Aujourd'hui, les positions se réévaluent et les différentes parties prenantes semblent unanimes pour le fait que des avancées, il y en a eu. Des réformes, oui, des chantiers, il y en reste à achever. Des avancées donc notables qui justifient le choix du gouvernement à prévoir une cagnotte de plus de 360 milliards de francs CFA dans le volet numérique du PAG2. Une belle cagnotte pour financer le secteur du numérique, de la digitalisation et des médias. Merci d'avoir suivi la revue de presse. On aura fait le tour de l'actualité ce mercredi sur Canal 3 Bénin. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.